Alors, on va regarder les équations polynomiales et sur Q. C'est-à-dire, on cherche des solutions sur Q. Alors, on va supposer qu'on a P, un polynôme à coefficient dans Z, donc il est dans Z de x, et on cherche l'ensemble des petits x, tels que P de x égale 0, avec x dans Q. Donc, le mieux, c'est de donner un exemple, et en fait, de voir que cet exemple est suffisamment général pour fournir un théorème. Regardez, vous écrivez 5x3 moins 2x2 plus x plus 3. Bon, c'est un exemple. Si vous arrivez à la résoudre d'une autre manière, c'est votre problème. X égale P sur Q, voilà. Donc j'écris X égale P sur Q, puisqu'il est dans Q, il est forcément sous la forme P sur Q. Et je peux rajouter, avec P et Q dans Z, bon évidemment, puisqu'il est rationnel, il peut s'écrire comme ça, mais je peux toujours me ramener à P et Q premiers entre eux. Attention, hein, c'est pas parce que je les ai appelés P et Q qui sont premiers, hein, là c'est juste des entiers, mais là P et Q sont premiers entre eux. Voilà. Pourquoi on peut toujours se ramener à ça? Ben, vous le savez, parce que on a une unicité de la décomposition en facteurs premiers, et quand je vais éliminer les facteurs communs, ben, il n'y aura plus de facteurs communs, hein, et cette unicité va faire que forcément, ils seront premiers entre eux. Voilà. Donc, je peux toujours me ramener à ça, vous le savez bien. Et maintenant, en écrivant x égale p sur q et en multipliant par q au cube des deux côtés, je me ramène à une équation 5p3 moins 2p2q plus pq2 plus 3q3 égale 0. C'est une équation qu'on dira qu'elle est homogène de degré 3. Hein, d'accord ? Alors, ça, c'est déjà un premier truc qu'on peut généraliser, c'est que toute équation polynomiale sur Q, à solution dans Q, peut se ramener à une solution, à une équation polynomiale. Alors, cette fois-ci, la première était à une variable, la deuxième est à deux variables, mais elle est sur Z, ce qui va faire qu'on va pouvoir faire vraiment de l'arithmétique, et elle est homogène. Voilà. Alors, en quoi ça nous aide d'être passé d'une équation sur Q à une équation sur Z? C'est que sur Z, ben, on l'a étudié, et il y a la divisibilité, et en particulier le lemme de Gauss. Donc, on va passer toute cette partie où il n'y a que des Q de l'autre côté, et ça nous fait 5p3 égale cette chose où l'essentiel c'est que je puisse mettre Q en facteur. Et inversement, je peux mettre 3Q3 de l'autre côté, ça fait moins 3Q3, et je vais obtenir un polynôme à deux variables où je peux mettre P en facteur. Voilà. Donc maintenant de cette équation, ben, je dis que Q il divise le membre de droite, donc il divise le membre de gauche, mais j'ai pu prendre P et Q premiers entre eux. Donc, le lemme de Gauss me dit que Q divise 5. Et de la même manière ici, le lemme de Gauss me dit que P divise 3. Donc, ça veut dire que P, je peux le choisir dans une famille finie, et Q aussi. Donc, P, il appartient à plus ou moins 1, plus ou moins 3. Et Q appartient à plus ou moins 1, plus ou moins 5, parce que ce sont les diviseurs de 5 et de 3, respectivement. Donc, maintenant, on peut... Bon, c'est pas difficile d'en faire un théorème. Vous voyez qu'en général, il faut multiplier par q puissance n quand on a un polynôme de degré n et appliquer le lemme de Gauss. Donc ici, on a P égale une somme de AX avec les AI tous dans Z et X dans Q. P de X égale 0. Alors, on en déduit que x est égal à p sur q, bon, puisqu'il est dans q, oui, avec q divisant à n et p divisant à 0. Il peut se mettre sous cette forme. Voilà. À n, donc le premier terme, voilà, q divise 5, d'accord, et p divise à 0, c'est-à-dire p divise 3. En fait, c'est les extrêmes qui nous servent. Il
Il y a un cas particulier, hein, c'est si P est unitaire. Alors s'il est unitaire, ici ça veut dire qu'il y a un 1, ça veut dire que Q divise 1, ça veut dire que Q est inversible. Q est égal à 1 ou moins 1, ce sont les inversibles, et donc comme il y a un inversible au dénominateur, ça veut dire que X est dans Z. Donc le fait que X appartienne à Q implique que X appartient à Z. Vous voyez ce côté saumon qui remonte le torrent, parce que normalement X appartient à Z, bah oui, donc X appartient à Q, bah non, on va dans le sens contraire. Et ça, c'est un peu la signature du lemme de Gauss. Hein. Déjà dans le lemme de Gauss, c'est quelque chose de contre-courant, en quelque sorte, hein, le lemme de Gauss. Donc, maintenant qu'il appartient à Z, bah, il est juste sous la forme P, d'accord? Et P bah, divise à 0, donc X divise à 0, d'accord? Ce qui fait que on peut conclure comme ça, toute solution rationnelle d'un polynôme unitaire à coefficient dans Z est une solution entière, et cette solution divise le terme constant. Il y en a un nombre fini de possibles. Voilà. D'accord? Donc, de deux choses l'une, soit parmi ce nombre fini, vous tombez sur une racine et vous êtes content, soit vous ne tombez pas sur une racine et vous êtes un peu moins content, mais au moins vous savez qu'il n'y a aucune solution rationnelle. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec un nombre fini de coups, on peut voir qu'un nombre infini n'est pas racine. Voilà. C'est fini. Bon, voilà un grand classique, les systèmes de congruence. On veut trouver tous les x dans Z, tels que x est congru à S modulo A et x est congru à T modulo B. Alors S et T sont des entiers, A et B sont des entiers premiers entre eux. Donc là, l'idée, c'est l'identité de Bezout, hein, c'est d'écrire UA plus VB égale 1. Hein, on sait qu'il y a un algorithme d'Euclide qui nous apporte U et V sur un plateau, des exemples de U et V hein, sur un plateau, grâce à des divisions successives. Hein, on divise A par B et on obtient un reste, puis B, on le divise par le reste, on obtient un autre reste, etc. etc. Et après, une fois qu'on est redescendu dans toutes ces divisions, à un moment, on tombe sur un dernier reste non nul et on remonte pour obtenir ces choses-là. Et le dernier reste non nul, il paraît que c'est 1 quand A et B sont premiers entre eux. Voilà. Donc là, on est fort de cette équation et d'avoir trouvé un U et B. Et on remarque que c'est un système linéaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire linéaire ? Ça veut dire en fait affine. Hein, quand, d'abord, si on met 0 et 0 ici, d'accord, à la place de S et T, donc c'est ce qu'on appelle l'équation sans second membre, là c'est vraiment linéaire. Donc linéaire dans le sens que si X est solution et X' solution, alors toute combinaison Z linéaire, Z linéaire de X et X' va être solution. En fait, ça veut dire qu'il y a un groupe, un sous-groupe de Z, l'ensemble des solutions est un sous-groupe de Z. D'accord ? Voilà, c'est facile à voir. Et si c'est un sous-groupe de Z, vous les connaissez, les sous-groupes de Z, ça veut dire que ça va être les multiples d'un certain élément. Bon, regardons donc ce qui se passe. Si on fait X congru à 0 modulo A, X congru à 0 modulo B, ça veut dire que A divise X, hein, ça c'est la définition, B divise X, et donc on sait que X est multiple à la fois de A et de B, donc il est multiple du plus petit commun multiple, c'est-à-dire PPCM de A et B. Étant donné que A et B sont premiers entre eux, alors ce PPCM c'est AB. Donc on a ça, et on a même un si et seulement si.
Alors quand je disais maintenant affine, je dis la chose suivante, c'est que si j'arrive à trouver une solution particulière que je vais appeler X indice ST à mon système, c'est juste une solution particulière, alors, encore par linéarité, je regarde et je prends pour X une solution de ce système quelconque, d'accord? Alors que je vais prendre X moins ma solution particulière, et bien par linéarité de la congruence, d'accord, Z linéarité, et bien ce sera congru à 0 modulo A, d'accord, puisque si en gros hein, ce que je suis en train de dire c'est que si X est congru à S et X' est congru à S', les deux modulo A, alors X moins X' est congru à S moins S'. C'est juste ça que j'utilise. Oui. Donc, ici, on aura X moins XST sera congru à S moins S modulo A, c'est-à-dire 0, et T moins T modulo B, c'est-à-dire 0. D'accord? Et donc, je pourrais me ramener à faire un changement de variable et à regarder ma solution générale. Voilà. Alors, maintenant, la solution particulière. On a vu la solution générale et on veut regarder une solution particulière pour S et T. Mais dans un premier temps, on va le faire pour des choses simples. On va le faire pour ST hein, appartient à Z2, d'accord, et Z2 possède une base canonique, en quelque sorte, c'est 1, 0 et 0, 1. Donc on va regarder déjà pour 1, 0 et 0, 1. Ben pour 1, 0, le bon candidat, c'est VB. Pourquoi? Parce que VB est multiple de B, évidemment. Donc ici, on a le 0, d'accord? Puisque X est congru à 0, VB est congru à 0 modulo B. Et VB est égal à 1 moins UA. Et ben oui, donc 1 moins UA, modulo A, ça fait 1. D'accord? Donc c'est une solution particulière. Et de la même manière, UA est une solution particulière pour 0,1, le couple 0. Donc c'est bizarre, ça oblige à un certain strabisme. Hein, d'accord? Quand c'est 1, 0, quand le 1 est à gauche, on va chercher VB. D'accord? Et quand c'est 0, 1, eh ben, on va chercher UA. Maintenant, pour ST, qu'est-ce qui se passe? La solution particulière qu'on voulait pour ST, ben, par linéarité de la congruence, eh ben, ça va être SX1, 0 plus TX0, 1. Si on doit faire peut-être le bilan, eh ben, en fait, ce truc-là, c'est simplement S VB, bon, je vais l'écrire avec UA, T UA plus S VB. Vous voyez, ce XST qu'on a trouvé, c'est ça, T UA plus S VB. C'est-à-dire que le T qui était assigné à B, il va se retrouver ici, et le S qui était assigné à A, il va se retrouver ici. C'est le strabisme hein, dont je parlais. Donc maintenant, ça veut dire que X moins XST est congru à 0 modulo A et modulo B, c'est-à-dire cette nouvelle variable est solution de l'équation générale, c'est-à-dire c'est l'ensemble des multiples de AB. Donc ça veut dire que X, l'ensemble des solutions, c'est ce XST, la solution particulière qu'on a trouvée, plus K fois AB avec K dans Z. Voilà. Hein, si on avait eu 3 équations de congruence, un système de 3, alors avec A, B et C, 2 à 2 premiers entre eux, pour simplifier les choses, eh ben, c'est simple. Parce que on se rend compte que ce système revient à dire que X, j'ai plus trop de place, mais que X est congru, regardez, à X ST modulo AB. D'accord? Donc, si on avait eu un système de 3 équations de congruence, eh ben, on remplace les deux premiers par une seule équation, vous voyez,
c'est toujours l'idée, en fait, du PPCM, c'est-à-dire que on peut remplacer 2 par un seul. Et après, on vient rajouter la troisième équation et on se ramène maintenant à un système à 2 qu'on sait faire. Voilà. Donc, voilà, ça peut être intéressant. Maintenant, peut-être que le problème, c'est si A et B ne sont pas premiers entre eux et évidemment, le PGCD de A et B serait un certain D. D'accord? Alors, comment on fait si A et B, le PGCD est un certain D? Alors, il y a une situation où on peut tirer son épingle du jeu jusqu'à présent, ce serait quand il n'y a pas de solution. C'est-à-dire X est congru à S modulo A. Donc, X est congru à S modulo tous les diviseurs de A. Maintenant, X est congru à T modulo B, donc X est congru à T modulo tous les diviseurs de B. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est juste la transitivité de la relation divise. Hein, d'accord? Si vous êtes multiple de 4, alors vous êtes forcément multiple de 2. Hein, quelque chose, hein, et ces congruences se disent avec des multiples. Voilà, bien. Donc, je vais prendre le PGCD. Et X, qui est un élément commun, X est congru à S modulo le PGCD de A et B, et X est congru à T modulo le PGCD de A et B. Donc je peux faire la différence, d'accord? Et j'obtiens, d'accord? Ici, je remplace par le PGCD de A et B, et ici, le PGCD aussi de A et B. D'accord? Donc, maintenant que j'ai le même ici et ici, je peux faire la soustraction et avoir 0 qui est congru à S-T modulo le PGCD de A et B. Voilà. Donc ici, on a un D, d'accord? Et là, c'est D, mais on ne va pas s'en servir. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Si il existe une solution, alors, le PGCD de A et B va diviser S moins T. Voilà. Bon, si je vois que le PGCD de A et B ne divise pas S moins T, alors je peux dire qu'il n'y a pas de solution. Donc là, c'est encore ces idées où il est plus facile de dire non, il n'y en a pas, que de les trouver quand on n'a pas d'obstruction. Voilà. Après, s'il le divise, alors il faut un petit peu plus. Et ça, c'est fait dans le carnet de voyage en algébrie. Je vous laisse vous y référer.